9e Forum de la coopération sino-africaine FOCAC s'est achevé le 6 septembre dernier à Pékin sur une promesse du président Xi Jinping d'offrir aux pays africains des financements de plus de 50 milliards de dollars sur 3 ans afin justement de réaliser 3 fois plus de projets d'infrastructure et créer au moins 1 million d'emplois. Ce financement est au cœur de tout le débat. On en parle dans ce nouveau numéro de Regard sur l'avenir sur la C360. Et puis, nous parlerons de l'Algérie avec notamment la réélection de Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat donc de 5 ans avec une forte abstention des Algériens. Mais aussi de ce que ces 5 ans sous Tebboune pourraient augurer pour les pays de l'AES. Voilà donc les 2 sujets au menu de ce nouveau numéro de Regard sur l'avenir. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de M. Abdoulaye Nabaloum. Il est le président de la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest. Bonjour M. Nabaloum. Bonjour M. Dabira. Permettez aussi moi de dire bonjour à mes doyens qui partagent le plateau avec moi. Merci à C360 pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur les questions d'actualité, mais aussi de contribuer à notre façon pour la lutte de libération et de reconquête de notre souveraineté. Merci. Merci à vous. Deuxième invité pour analyser ces 2 sujets d'actualité, à M. Alouna Traoré. Il est militant de la Révolution d'août 1983. Bonjour, M. Traoré. Bonjour. Salutations à tous les téléspectateurs de C360. Troisième invité sur ce plateau, M. Labidi Naba, il est le porte-parole du mouvement Faso Cause, le mouvement pour la cause du Faso. Bonjour, M. Bonjour, Magloire. Bonjour à tous. Quatrième et dernier invité sur ce plateau, M. Tel Konaté. Il est le secrétaire général du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonjour, M. Konaté. Bonjour, M. Dabira. Bonjour tout le monde. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Alors, nous allons commencer justement par l'élection en Algérie. Alors, le président algérien sortant, Abdelmadjid Tebboune, a été réélu pour un second mandat de 5 ans lors de l'élection présidentielle le 7 septembre dernier, avec un score impressionnant, 94,65% des voix, mais tout de même une faible participation au scrutin, 5,6 millions de votants sur près de 47 millions. Clé de lecture, M. Konaté. Quelle est la réflexion que cela suscite chez vous? Alors, merci énormément déjà pour cette problématique mise en débat aujourd'hui, étant su que c'est un sujet qui nous ramène encore à discuter de la question de la démocratie dans un pays qui, somme toute, semble éloigné de nous, mais qui en fait est assez proche aussi au regard de l'histoire et au regard des faits actuels. Mais pour parler spécifiquement de la question de cette élection qui vient de se passer en Algérie, je dirais que c'était une élection qui n'avait pas d'enjeu en tant que telle. 94%, c'est un score, les anciens disent que c'est un score soviétique. C'est un score qui est assez parlant. Et lorsqu'il y a de tels scores dans le cadre d'une démocratie de forme électoraliste, il faut souvent regarder aussi un peu le taux de participation, mais aussi regarder le nombre de personnes sur le fichier électoral. Si sur une population au Burkina, comme au Burkina, je n'ai pas les chiffres exacts de la population de l'Algérie, mais au Burkina, nous avions fréquemment autour de 20 millions. En Algérie, actuellement, ils sont plus de 47 millions. 47 millions. Et je pense que le fichier électoral ne contient pas plus de 5 millions de personnes. C'est ça, 5,6 millions. Selon les chiffres, ils sont aussi autour de 40% des taux de participation, je pense. Donc, c'est vraiment une formalité. Je pense que les autorités algériennes l'ont fait juste pour être dans le politiquement correct. Mais en réalité, celui qui décide de qui doit être président en Algérie, c'est l'armée. Et ça, c'est depuis 1962 au moins. À la suite de la Ligue des libérations, on pourra certainement en parler plus. Mais c'est un choix de stabilité qu'ils ont fait en ne couvrant enfin les apparences. Mais dans le fond, on le voit tous très bien qu'ils n'y croient pas trop à ce modèle démocratique. Ils usent les paillettes pour que l'international dise effectivement qu'ils sont aussi dans ce théâtre électoral international démocratique que l'international aime tant. Alors, monsieur Alouna Traoré, quelle est la réflexion que cela suscite chez vous, cette faible participation au scrutin? Comme mon co-panéliste a dit, c'est le vote de la stabilité. Les enjeux étaient connus d'avance. Selon les clés de lecture de la vision
occidentale de la démocratie, il faut aller aux élections. Il vient de le dire savamment, le politiquement correct pour présenter. Sinon, l'enjeu, sur une population de près de 47 millions, 50 millions au bas mot, 5 millions de votants, c'est exactement ce qui se passe sous les tropiques. Avouons quand même que, pour la petite histoire, l'Algérie vient de loin. Ils ont connu une guerre de libération nationale. Mon copanéliste venait de dire tout de suite que c'est l'armée, la grande muette, qui décide tout en Algérie. Ça, c'est le fruit de la guerre de libération. Les acquis sociaux, comment faire que le pouvoir ne tombe pas sur des mains hasardeuses ou aventurières. Donc, on a sauvé la stabilité. Encore une fois, pour nous, pays de l'AES, on ne peut pas réfléchir comme eux réfléchissent. Chez nous, c'est la dynamique du peuple. Je pense aussi qu'à la sortie de cette guerre du terrorisme-là, on va acquérir des armes de stabilité pour pouvoir vraiment voir dans la même direction le progrès. Sinon, d'ores et déjà, l'Algérie se porte mieux avec son président. Si tel est le choix du peuple algérien. Est-ce qu'on peut dire que c'est le choix du peuple algérien étant donné cette faible participation au scrutin? Mais la plus belle femme au monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Si leur fichier électoral offre 5 millions de candidats, nous, on ne va pas faire inventer le monde à leur place. Si c'est leur choix et si c'est accepté par la communauté, entre guillemets, communauté internationale, s'ils conforment bien et les Algériens sont d'accord. Mais ne nous étonnons pas que le peuple fait encore se lever un jour et puis dire non à cette mascarade-là. On a vu une insurrection populaire qui a fait partie de Blaise Compaoré, qui écrasait également les scores. Donc les scores, comme un copanéliste dit, les scores soviétiques, il faut souvent s'en méfier. Souvent, ce n'est pas le reflet de la réalité. Encore une fois, on souhaite bon vent au nouveau président et maintenant qu'on n'utilise pas le territoire algérien pour s'attaquer aux États de l'AES. On va en venir dans le déroulement de cette émission. Labdi Naba, quelle est la réflexion que cela suscite chez vous? Ce résultat positionne M. Tebboune parmi les présidents les mieux élus d'Afrique. Oui, comme d'ailleurs d'habitude, des présidents qui ont été élus à de forts taux, à des taux de participation intéressants et à des forts taux au suffrage qui, quelques semaines, ont été chassés par le peuple. On en connaît à l'appel. Chez nous, d'ailleurs, en 1966, c'était ça. Le président Maurice Yamoyo venait d'être élu au taux de 99,98% des suffrages. Ici, ça nous interroge encore sur la question des élections. Très clairement. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une Algérie où, comme vous le disiez, on a 47 millions d'Algériens. Mais sur les 47 millions, il y a 32 millions de potentiels électeurs. À partir de 18 ans, là-bas aussi, on peut aller faire son choix aux urnes. Alors, ceux qui se sont exprimés, d'abord qui sont enregistrés sur le fichier, sont, voilà, un peu légèrement plus de 5 millions et quelques. Ceux qui se sont exprimés réellement sont 5 millions voilà, d'Algériens. Et c'est dans ça que le président voilà, Abdelmadjid a été élu. Donc vous voyez qu'il y a une grande partie du peuple nigérien qui observe, qui regarde, qui subissent. Donc les interrogations ici, pourquoi depuis voilà, l'indépendance, et là on a affaire à un pays qui a arraché son indépendance, pourquoi depuis ça, les mécanismes, quand ils ont transmuté dans, en tout cas, cette façon de la succession du pouvoir donc par les élections, pourquoi ils n'ont pas réussi à créer cet engouement au sein de la population algérienne afin que nous puissions avoir un fort taux de participation, ce qui garantit la légitimité du président élu. Donc aujourd'hui, il faut dire que
les jours à venir peuvent nous réserver des surprises des plus scabreuses. Comme voilà, le peuple peut rester dans cet attentisme et puis regarder ceux qui sont à la manette poursuivre le jeu. Et je vais clôturer en disant que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'AES et les rapports de l'AES avec l'Algérie. J'ai pu constater que le chef de l'État burkinabé, comme du Mali et du Niger, n'ont dit aucun mot par rapport à cette élection. Contrairement à la réélection de Poutine en Russie où chacun avait dit quand même un mot de félicitation. En tout cas, la relation Algérie-AES, on va en débattre tout à l'heure. Monsieur Nabaloum, le défi qui reste aussi à relever, c'est la tension politique parce que certains partis politiques là-bas, ils ont dénoncé des irrégularités. Et même au sein de son parti, on va dire que la tension politique, ça va être un défi à relever pour le nouveau réélu. L'ancien président réélu. D'accord. Merci bien pour cette première question. Effectivement, nous avons appris la réélection du nouveau président Tebboune, qui est déjà félicité par des présidents comme la Turquie. Alors, l'Algérie, il faut le dire, depuis l'indépendance, comme il a été indiqué, a fait montre d'une certaine démocratie, comme on l'a indiqué à l'occidental. Et nous avons tous suivi le président, comment il s'appelle, Bouteflika. La durée du mandat du président Bouteflika, à un moment donné où il était même sur un fauteuil roulant, mais il a pu quand même, il a été maintenu au pouvoir pendant une certaine période avant que la succession ne puisse se faire. Donc aujourd'hui, la réélection de Tebboune avec ce faible taux, alors ça laisse vraiment des interrogations, ça laisse beaucoup de questionnements. Quand une population s'abstient dans des activités aussi importantes que l'élection du premier responsable, ce sont des signaux assez forts. Ça peut être de bons signaux, comme ça peut être de mauvais signaux. Alors, je vais aller dans le sens peut-être que je qualifierais de bons signaux. Ça peut être quoi? Ça peut être le fait que la succession de Bouteflika avec Tebboune, qui s'est plus ou moins bien passée, et le peuple algérien ayant bénéficié pendant un long temps, effectivement, de cette stabilité avec le président Bouteflika, peut-être n'a pas voulu rapidement changer parce que ça peut être le fait que le premier mandat a été un test pour le président Tebboune, quitte maintenant à ce qu'il puisse prouver dans ce deuxième mandat. Je le dis pourquoi? Parce que l'Algérie, si vous regardez, c'est la troisième économie de l'Afrique. Donc, c'est un poids économique. Et qu'est-ce qui intéresse les populations? C'est les politiques économiques qui permettent aux agents, aux individus de pouvoir s'en sortir, de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Donc, si le président Tebboune a pu poursuivre effectivement les politiques économiques de développement qui permettent aux populations de s'en sortir, on peut toujours rester dans l'attentisme. Maintenant, le fait que le taux d'abstention soit assez faible aussi, et c'est là où on va aller dans les signaux, de mon avis, qui ne sont pas favorables, ça peut être dans la géopolitique, de mon point de vue. Parce que récemment, il y a quand même des faits majeurs que la politique algérienne a menés, qui a entre-temps écorché l'image de l'Algérie au plan international. On a parlé du cas de l'AES, où il y a plusieurs fois des incidents entre le Niger et l'Algérie, entre le Mali et l'Algérie. Donc ça, ce sont des signaux qui captent les populations, qui leur indiquent et qui leur permettent d'apprécier la gouvernance de leur pays. Et justement, et le cas malien nous intéresse à plus d'un titre, Tezaouaten qui est encore tout frais. Absolument. Tezaouaten qui est encore tout frais, et ce n'est pas encore fini, même avec le Niger. Ce n'est pas totalement fini d'abord. Donc, le regroupement de l'AES, où on a senti le Maroc beaucoup plus proche
de l'AES a certainement dû susciter l'Algérie, a dû, irriter l'Algérie parce que au sommet de la JICAD au Japon, on a vu cette scène macabre où les diplomates algériens et marocains vraiment sont arrivés au coup de poing, montrant ainsi qu'il y a un malaise dans la gouvernance du président Tebboune. Donc pour moi, ce sont des signaux qui ont dû alerter vraiment les populations. C'est un signal pour le président Tebboune pour dire que c'est vrai, nous vous offrons cette possibilité de pouvoir continuer, mais attention, on n'est pas très content de votre façon de faire. Alors, quel enjeu pour le pays de l'AES? Monsieur Konati, je vais commencer avec vous. Quand on sait que M. Tebboune héberge toujours les vrais ennemis qui attaquent le Mali, je fais allusion au grand chef terroriste qui réside tranquillement et on sait qu'il endeuille justement le Mali voisin. Oui. Alors, quel impact pour l'AES? La question, elle va être assez alignée avec ce que l'Algérie a joué comme rôle depuis au moins les années 2012. Parce que j'ai l'impression que ce qui s'est passé à Tinzaouaten n'est pas un fait nouveau en tant que tel. Ce n'est même pas un fait incohérent avec ce que l'Algérie a été depuis les 10 dernières années. La rébellion malienne, depuis 2013, son fondement est en Algérie. Vous vous rappelez d'ailleurs des accords d'Alger. Les accords d'Alger qu'on dénonce, que le Mali a dénoncé il n'y a pas 2 ans. Ce sont des accords qui ont été signés en Algérie en 2014 ou 2015 pour quasiment acter la scission du Mali en 2 pays. Et de sorte que c'est un prolongement de ce que l'Algérie a choisi comme posture depuis la fin de sa propre guerre civile à elle. Parce que l'Algérie a fait face exactement, dans les détails près, à ce que l'Alliance est en train d'affronter face aux terroristes entre 92 et en réalité, la phase chaude a été entre 92 et 2002. Mais en réalité, le terrorisme en Algérie a poussé jusqu'en 2009-2010. Jusqu'en 2010, la dernière fois, je montrais un article de Jeune Afrique en date de 2007, où un groupe de djihadistes se sont fondus sur une base militaire algérienne non loin de la frontière malienne et les combats ont duré jusqu'à 13 heures avant que les renforts ne viennent. Mais heureusement, ils n'ont pas pu prendre la base. Ça, c'était en 2007. Mais l'Algérie a finalement trouvé une voie de sortie. Et cette voie de sortie a été une sorte de... D'abord, ils ont cassé la plupart des groupes qui étaient très forts. On les a anéantis, on a éliminé leurs leaders et la plupart de leurs membres. Et ensuite, on a négocié avec certains qui voulaient bien revenir discuter leur retour. Et c'est avec ça qu'ils ont eu une certaine paix. Mais je pense que c'est à partir de là aussi qu'ils ont commis le mal fondamental, qui est que désormais, ils permettaient à ceux à qui ils ont autorisé de revenir dans la République, de s'installer en Algérie, de ne rien faire de mal en Algérie, mais de pouvoir aussi faire ce qu'ils veulent hors de l'Algérie. Et je pense que c'est une paix des braves. Ça cause problème, évidemment. Fondamentalement problème. L'accord de l'Alger a été dénoncé par les autorités de la transition du Mali. Ce qui n'est pas dit officiellement, c'est que l'Algérie aussi continue d'exploiter le pétrole malien. Voilà. En plus de ça, le problème terroriste qui s'ajoute. Ça fait beaucoup de choses quand même à la fois. C'est 5 ans qui restent à... Ça fait beaucoup de choses. Mais tout compte fait, vous savez, l'élément central, nous sommes dans un rapport, c'est comme un échiquier international. C'est un échiquier dans lequel chacun joue des cartes. C'est comme un jeu d'échecs. Vous jouez des pions, chacun avance. Mais votre pire ennemi peut être votre voisin, comme ça peut être votre meilleur ami. Mais cela dépend aussi de ce qu'il risque. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui serait prête à vivre l'instabilité sur son territoire pour justement permettre aux autres de pouvoir vivre en paix? L'Algérie ne le ferait pas. Il s'agit pour l'AES. Le Mali a trouvé sa solution. Le Burkina a hébergé des terroristes. Et le Burkina en paye le prix. Justement. Ça veut dire que l'AES doit trouver la solution. Parce qu'il ne s'agira pas simplement d'envoyer des télégrammes à l'Algérie pour dire ne faites pas ça parce que ça va se retourner contre vous. Il faut que nous on trouve la solution. Et si l'Algérie doit en payer le prix, ils vont en payer le prix. Mais dans tous les cas, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne vont pas venir parce qu'ils nous aiment. Arrêtez de le faire. Les pays défendent leurs intérêts, certes. Monsieur Arnaud Traoré, alors, quel est le regard critique que vous faites? Les grands enjeux pour le pays de l'AES, surtout pour le Mali. L'enjeu est le vrai enjeu que les États de l'AES, la Confédération, soient soudés, unis face à l'ennemi.
Si un pays permet d'être une base arrière des attaques terroristes, nous traitons cet État-là au même titre que les autres. Donc, encore une fois, l'élection en Algérie, s'ils ont conservé la stabilité avec les mêmes terroristes, s'ils coopèrent avec nos ennemis, nous sommes obligés, dans une sainte alliance, de les traiter comme tels. Comme mon voisin le disait, le copanéliste le disait, c'est vrai, ils ont de bons rapports avec la Russie. Nous aussi, nous avons de bons rapports avec la Russie. En principe, c'était la paix des braves. Mais qu'on ne permette pas d'utiliser le territoire algérien pour s'attaquer. Tu dis, bon, la rébellion a entretenu pour pouvoir exploiter les richesses pétrolifères du Mali. Voilà. Donc, à quelque chose, c'est à dessein. C'est à dessein. Partout où le terrorisme a été entretenu, c'est pour permettre l'exploitation des ressources du sous-sol. Si l'Algérie rentre dans ce cas de figure-là, mais les États de la Confédération ne vont pas lésiner avec les moyens pour pouvoir les bouter hors et y trouver notre paix. Donc, chacun poursuit ses intérêts au mieux de sa stratégie. Malgré le passé anti-impérialiste ou anti-colonial de l'Algérie, si elle continue d'héberger des nids pour nous attaquer, nous sommes obligés de nous défendre et mieux d'aller à la conquête de nos intérêts. Sur ça, nous ne ferons pas de cadeaux à qui que ce soit. C'est la réalité du terrain qui va commander nos amitiés. Donc, comme les Mauritaniens ou les autres Marocains, l'AES est cap sur ses intérêts. Sur ses intérêts. Alors, quel enjeu, monsieur Labidi? Oui. Est-ce que l'Algérie ne peut pas être perçue aussi comme un genre de trouble-fête quand on sait que l'Algérie et Niamey, l'amitié est relativement bon train, ça va bon train. Par contre, avec le Mali, c'est tendu ce temps-ci avec le cas Tinzaouaten. On a vu que dès les premières heures de l'attaque, c'est le Burkina qui a volé au secours du Mali et le Niger qui traînait un peu les pieds. Et en moins d'1 mois, le Premier ministre qui se rend justement à Alger pour parler affaires, est-ce que tout ça ne peut pas créer des dissensions au sein de l'AES? Oui, bien sûr, surtout si on ajoute à tout ça la présence de chefs terroristes, il faut nommer le chat. Si on ajoute la présence de chefs terroristes sur le sol algérien, on a tendance à dire qu'il ne faut pas que l'Algérie soit ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui pour le Burkina Faso. Voilà, nous sommes dans une situation où désormais il faut nommer les choses clairement. Pour que les djihadistes, disons les terroristes qui ont attaqué à Tinzaouaten puissent avoir du soutien, il y a eu un pays tampon. Et ça a été l'Algérie. Donc, aujourd'hui, le président Abdelmadjid a été réélu. Il faudra qu'il revise profondément sa démarche vis-à-vis du Mali et qu'il intègre, que l'État algérien intègre, que le Mali n'est pas seul dans cette lutte. Et cela se traduirait par exemple, l'accord d'Alger a été dénoncé, il faudra aller en consolidant les rapports dans le sens même d'être prête, je parle de l'Algérie, à livrer éventuellement des terroristes. Y a-t-il espoir? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Des signes avant-coureurs que l'Algérie puisse être dans cette attitude? Non. C'est pourquoi moi, c'est une interpellation. Voilà, c'est une interpellation parce qu'au regard de ce qui se passe, on a l'impression que les choses risquent d'aller de mal en pis. Je ne le souhaite pas. C'est pourquoi nous interpellons justement à avoir un discernement meilleur dans l'appréciation de la situation qui est là. C'est vrai, depuis les années 90 jusqu'en 2000, l'Algérie elle-même a été en proie à la lutte terroriste, mais ça ne veut pas dire
que si elle a pu justement opérer, en tout cas réussir un certain calme aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas revenir. Le terroriste reste un terroriste et il n'a pas d'amis. Il faut le traiter comme tel. Absolument. Alors, monsieur Nabaloum, parlons des enjeux, la relation AES et Alger avec justement cette réélection de Tebboune. D'accord. Alors, pour moi, je pense que l'Algérie a très mal réagi lorsque, effectivement, la confédération a été annoncée. Parce que, immédiatement, on a vu les incidents avec le Niger et il a fallu à la diplomatie du Niger pour pouvoir calmer cette situation. Et c'est à la suite de ça que, effectivement, les actions de Tizawaten se sont produites. Alors, quand on prend ces événements, on a l'impression que l'Algérie est dans une situation de panique vis-à-vis... C'est l'impression que vous avez? Oh oui. Okay. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une situation de panique? C'est comme si, effectivement, l'Algérie qui héberge ces terroristes-là voit que la consolidation à travers la confédération de l'AES ne pourra plus se poursuivre. Et je pense que la diplomatie que le Niger a récemment menée après le choc de Tizawaten, c'est pour encore rappeler à l'Algérie de vraiment prendre position pour qu'enfin les pays puissent partager les liens séculaires et de sécurité qui permettent à tous les États de pouvoir être... avec la visite du Premier ministre nigérien à Alger. Mais ça n'a pas été dit officiellement. Oui, ça ne peut pas se dire officiellement parce qu'il y a certaines situations dont on a besoin de pouvoir en discuter, même si l'annonce formelle de la visite ne cadre pas avec les réalités des négociations de part et d'autre, parce que c'est des questions assez politiques, c'est des questions de géostratégie. Le fondement, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le Mali, les autorités maliennes sont arrivées à dénoncer les accords d'Alger? Alors, si à un moment donné, les autorités maliennes ont estimé que l'Algérie pouvait permettre de résoudre la crise terroriste, ce qui a prévalu la signature de l'accord, si aujourd'hui, ils dénoncent cet accord, c'est dire qu'il y a fondamentalement des éléments qui permettent de recuser cet accord-là. Et les preuves, c'est Tizawaten. Donc aujourd'hui, l'AES est une force. D'abord, elle est une force militaire. Quand vous regardez l'équipement militaire du Mali, aujourd'hui, le Mali devient une puissance militaire. Le Burkina Faso devient une puissance militaire. Le Niger devient une puissance militaire. Donc déjà, ce regroupement fait assez peur. Donc les avantages ou les circonstances qui permettaient à l'Algérie de bénéficier, en tout cas tout ce qui était autour des frontières et du Niger, il faudra continuer faudra que l'Algérie, au lieu d'aller toujours dans cette situation, de pouvoir protéger les terroristes, pour créer une insécurité, pour obtenir certaines faveurs, je pense que cette période-là est en train de s'estomper. Et c'est la diplomatie que le Niger est en train d'engager avec l'Algérie pour dire les Maliens ne sont pas vos ennemis, les Nigériens ne sont pas vos ennemis. Nous allons passer par la voie de la diplomatie, mais à un moment donné, il faut arrêter avec la diplomatie parce que chaque pays protège ses intérêts. Alors, on va espérer que cette diplomatie-là obtienne donc des résultats et pour le bonheur des pays de l'AES, particulièrement pour le bonheur du Mali. Alors, nous allons évoluer dans le débat pour parler cette fois-ci du 9e forum entre la Chine et les pays africains. Le dernier sommet du FOCAC a offert justement à la Chine une énorme opportunité diplomatique de faire étalage de son influence sur la scène mondiale. 53 pays sur 54 que compte l'Afrique étaient présents. Alors, cette relation
pays à continent provoque l'ire de certains Africains. Monsieur Konaté, est-ce que vous comprenez justement ces colères qui montent au sein de certains Africains? Oui, je comprends bien. J'aimerais quand même dire un petit mot pour conclure. Sur la question de l'Algérie, alors très rapidement. Très rapidement. Vous avez évoqué tantôt le fait que l'Algérie, par le truchement des gisements, exploite du pétrole dont une partie se trouve au Mali. Et je pense que quelqu'un a soulevé que l'Algérie, c'est la 3e puissance économique en Afrique. Vous savez, en fin de compte, tout est une question économique. Parce que même la question que nous posons sur l'élection de l'Algérie et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de participation avec un gros score, mais un peuple qui semble faire avec, c'est fondamentalement lié au fait qu'il y a globalement et relativement une prospérité économique qui fait qu'on n'a pas besoin de trop penser aux politiques. Parce qu'en fait, l'économie est le validateur des choix politiques. Quelle que soit la forme. En fait, ce qui est arrivé chez nous, c'est qu'on nous a vendu un modèle de démocratie libérale qui devrait répondre à toutes nos préoccupations économiques. Et ça n'a jamais fonctionné économiquement. De sorte qu'aujourd'hui, cette démocratie est remise en cause. Mais en Algérie, vous avez un modèle politique bancal, mais qui produit de la prospérité économique assez partagée. De sorte qu'on veut la préserver. Ils veulent la stabiliser, ce modèle politique qui de l'extérieur est bancal, mais qui permet quand même de faire du pays, un modèle économique dans lequel il y a quand même de l'emploi et une bonne redistribution des richesses. Et l'élément clé là-bas, c'est que depuis l'indépendance, ils ont échappé au cercle vicieux des accords qui faisaient que toutes les ressources appartenaient à la France. En Algérie, vous avez par exemple la Sonatrach, qui est une société d'État, mais qui contrôle tous les gisements miniers, et qui les exploite et qui les distribue. En Afrique, quand vous arrivez, ce sont les Exxon, les Total et autres là qui maîtrisent les gisements. C'est une parenthèse que je voulais faire pour dire que c'est aussi une des raisons pour laquelle l'Algérie se bat, peut-être pour maintenir la IS faible, afin de pouvoir continuer à maintenir son rythme de vie économique, qui est la garantie de sa stabilité. C'est de bonne guerre pour l'Algérie. C'est de bonne guerre dans un certain sens. Maintenant, c'est à l'AIS aussi de trouver les moyens d'exploiter ses ressources pour avoir une prospérité qui lui permet aussi de faire face aux adversités et autres. Maintenant, pour en revenir à la Chine, j'ai remarqué effectivement beaucoup de commentaires de beaucoup de commentateurs, on va les appeler les intellectuels. Parce que vous savez, chez nous, dans nos pays francophones en particulier, mais pas que, mais en francophonie en particulier, c'est un très bon réservoir on va dire quoi, on va les appeler les outils du système occidental, du système impérialiste occidental. Ce sont les outils, ce sont des pièces préfabriquées du monde occidental qui ne sont à l'aise que quand l'Occident est dans son aise, dans notre zone. Mais les plus virulents, ce n'est pas chez nous. Il faut regarder un peu les commentaires des médias occidentaux, les médias américains, anglais et français. Et les commentaires ne sont pas du tout élogieux. Ils voient d'un très mauvais œil l'arrivée de la Chine en Afrique. Ce n'est pas nouveau. Parce que l'arrivée de la Chine et surtout son poids économique qui a fait de la Chine le premier partenaire commercial aujourd'hui de l'Afrique fait que l'Occident n'a plus la primauté des choix, la primauté des partenariats en Afrique. Cela lui enlève en fait c'est-à-dire un droit divin qu'elle pensait être acquise. Parce que l'Occident s'est approprié de l'Afrique et elle s'est dit que personne n'a le droit de lui discuter en fait cette appropriation de l'Afrique. Et la Chine est venue sans être passée par une violence comme ce que ces derniers avaient fait. C'est vrai qu'aussi dans sa façon de faire, elle reste un État exploiteur qui a envie de s'emparer de tout. On voit des modèles en RDC qui sont assez laids. Mais pour l'essentiel, on est passé d'un type de partenariat particulièrement déshumanisant avec les pays occidentaux, les Américains, les Occidentaux, à un partenariat avec la Chine qui met l'accent sur un modèle de coopération et qui est beaucoup plus humain. On ne dira pas qu'il est juste, mais il est mieux humain, il est plus humain en tout cas que le modèle déshumanisant. C'est un peu aussi le modèle qu'on a avec la Russie. Elle est meilleure que celui qu'il y avait avec l'Occident. L'idéal, c'est qu'on soit dans un rapport d'égalité parfait. Mais cette égalité parfaite, elle procède aussi des deux membres. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Afrique apporte quand elle vient sur une table de négociation avec la Chine ou avec la Russie? Si vous venez les mains tendues uniquement, c'est-à-dire que vous voyez ces pays-là comme étant des donateurs et vous êtes des demandeurs, les rapports sont déjà déséquilibrés avant même qu'on enclenche. Et c'est malheureusement ce qu'on voit beaucoup. Parce que quand on brandit les chiffres de 50 milliards d'investissements chinois, on reste encore dans les chiffres. C'est ce que les Américains aiment faire. Quand ils font des sommets, oui, 500 milliards pour le développement et les énergies renouvelables dans le monde. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que l'essentiel de l'argent est aux mains des entreprises américaines qui viennent faire du chantage sur les territoires africains et les territoires du reste du monde. Il faut qu'on dépasse ces rapports-là. On n'a pas besoin que la Chine brandisse
les montants qu'elle veut investir. C'est sûr qu'elle va engager des montants. Parce que de toute façon, ses intérêts sont engagés, il y a ses entreprises et tout. Nous sommes dans un espace où on a besoin, comment on appelle ça, d'investissement, effectivement. Mais ce qui doit être mis en avant, c'est qu'est-ce qu'on construit ensemble comme partenariat et qu'est-ce que cela a comme impact sur la géopolitique mondiale en termes de shift des poids, en termes de shift comment on appelle ça, des décisions et aussi d'une meilleure appropriation de l'Afrique de son avenir. Monsieur Traoré, est-ce que cette relation pays à continent devrait aussi irriter que ça quand on sait que c'est la deuxième économie mondiale aussi, la Chine? Bon, et c'est une fédération en plus. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Vous avez souvent la coopération France-Afrique. Un pays, un continent. Russie-Afrique. Est-ce qu'on devrait comparer cette relation France? Tout ça, c'est des visions de dominateur à dominer. Comme mon co-panéliste le disait tout de suite, bon, les chiffres, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on y gagne? L'argent finit, mais le génie ne peut pas finir. Dans une émission passée, nous avons parlé du génie chinois. Maintenant, de notre coopération avec la Chine, en génie, qu'est-ce que nous gagnons? La formation, de l'intelligence, pour nous-mêmes exploiter nos ressources. Les chiffres, c'est bien, ça irrite l'Occident. Parce qu'avec tout le temps qu'on a passé avec eux, ils ne sont jamais arrivés à ce taux d'investissement avec nous. C'est toujours biaisé. Donc, la Chine fait vraiment peur. Elle est en train de réussir où d'autres ont mis beaucoup de temps et n'ont pas produit ces résultats-là. Mais l'avantage avec la Chine, c'est que nous demandons le génie pour pouvoir exploiter nous-mêmes nos ressources. Et sur cette base-là, il y a l'argent, mais il y a le génie qu'on ne peut pas estimer. Donc, la formation de nos cadres en vue de l'exploitation de nos propres ressources, ça doit être vraiment le curseur sur lequel il faut savoir aller. On va, que les 50 milliards là soient estimés en valeur de génie. Qu'est-ce qu'on va apprendre avec eux? Parce que c'est la même politique qu'ils ont adoptée, que la Chine a adoptée vis-à-vis de l'Occident collectif. Quand vous avez les marchés, ils vous disent, venez chez nous, montrez-nous comment vous faites. Et au bout du rouleau, après le premier temps de contrat, le génie reste en Chine. Ils n'ont plus besoin de vous, ils récupèrent. Nous devons pratiquer pratiquement la même chose. C'est à l'Afrique de savoir exactement ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, surtout le génie. Voilà. Alors, et nous être maîtres de l'exploitation de nos ressources. Alors, voilà le gain. Les Africains qui sont assez irrités, c'est que la voix de l'Afrique est minime dans l'établissement justement de l'ordre du jour de ce sommet-là, puisque les pays sont allés comme dans une relation bilatérale, alors qu'une Union africaine aurait pu quand même peser beaucoup plus de poids. Oui, il faut dire que c'est vrai, les pays sont allés. Déjà, le FOCAC, c'est la Chine et l'Afrique. C'est un sommet Chine-Afrique où on a une Afrique qui a 52 États qui sont allés, vous le disiez. Presque tout le monde, excepté les Chines. Un seul pays n'est pas parti. Tout le reste est parti. Voilà, de l'Afrique. Oui. 53 sur 54. Voilà, tout à fait. Moi, mon rapport, disons, mon analyse sur ce point-là, c'est que les servants locaux, en fait, ceux qui tiennent le narratif, quand ils se sentent toujours frustrés, quand l'Occident, et plus précisément la France, n'est pas dans un confort, dans un certain rapport international, oublie que le rapport Chine-Afrique est acceptable. Un sommet Chine-Afrique est acceptable. Un sommet Russie-Afrique est acceptable parce que c'est un rapport de continent à continent. C'est une interpellation de ce que l'Afrique puisse s'unir. Voilà. Maintenant, ce qui est un peu dégradant, c'était bien sûr les sommets France-Afrique. Parce
Parce qu'on a le sommet aussi Chine-Europe, hein, où les pays européens se retrouvent là-bas. Donc, nous voulons tout simplement dire ici que là n'est pas tant le problème. C'est la qualité de la collaboration qui va en sortir qui est le plus important, mais aussi notre capacité à pouvoir, en tant que continent, consolider nos liens pour en être une force unique, comme les autres l'ont réussi. Ainsi, on pourra, en tant qu'Africains, États-Unis d'Afrique, on pourra justement susciter des sommets dans ce sens. Et je voudrais terminer en disant que, ou bien peut-être la question viendra, ce que nous allons gagner dans ce type de rapport-là. Voilà. Je notais déjà que notre pays, le Burkina, sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui ne part pas dans les rapports internationaux sans considérer les aspirations du peuple burkinabé, va en tirer beaucoup dans les 50 milliards prévus par la Chine. Déjà, nous n'allons pas aller contracter des dettes odieuses, par exemple. Si on regarde notre budget, disons le stock de dettes de cette année à comparer à celui de l'année dernière, nous sommes qu'à 147 milliards de francs CFA contractés cette année. Avant, c'était des montants faramineux que nous contractions. Donc aujourd'hui, c'est pour dire qu'il y a une certaine sérénité face à ce que nous allons prendre comme milliards avec la Chine. Ça sera aussi orienté vers des secteurs d'industrialisation ou de transformation. Donc, vers une dynamique que nous sommes en train d'implémenter, celle du développement endogène. Alors, regard critique, monsieur Napaloum, sur cette relation donc Chine-Afrique à travers justement ce forum-là. D'accord, merci pour cette question. Alors, pour moi, ce forum, pour mieux l'apprécier, il faut partir effectivement des relations qu'entretiennent les pays avec les pays de part et d'autre. Il a été effectivement dit qu'il y a beaucoup de forums Afrique-Russie, France-Afrique, Amérique-Afrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour nous, les panafricains, ça nous crée beaucoup de confusion et ça donne beaucoup de frustration aussi par rapport à ça. Parce qu'on n'a pas encore vu en Afrique un pays qui a convié l'Europe en Afrique, qui a convié l'Afrique en Afrique, qui a convié en tout cas un autre continent en Afrique. Voilà toute notre frustration. Et comment est-ce que pour nous, c'est vrai qu'on dit que l'Afrique n'est pas assez développée, mais l'Afrique est le réservoir en matière première dans ce monde. Tout le monde vient se servir en Afrique. Et lorsque on regarde effectivement comment est-ce que ces différents forums-là se déroulent, il y a la question politique ou géopolitique qui permet aux dirigeants de pouvoir, en tout cas, faire des annonces ou de s'exprimer. Mais au-delà de ça, à côté, il y a des visites sur des réalisations, il y a des visites sur des industries. Pour nous, on le voit comme si on appelle nos dirigeants pour leur dire « Venez regarder les matières premières qu'on enlève chez vous là. Venez regarder ce qu'on fait avec. » Mais ça vient de chez nous. Mais on va amener nos dirigeants et leur faire visiter, voici telle usine, voici ça, on fait comme ci, voici ça qui est là. Mais toutes ces matières premières-là, ça vient de l'Afrique. Pourquoi est-ce que nous, Africains, on n'est pas à mesure de pouvoir tirer leçon de ça, puisque ça n'a pas commencé maintenant? Pourquoi, malgré le temps passé, nos dirigeants n'ont pas toujours tiré leçon? Donc, pour nous, panafricains,
C'est comme si, effectivement, ces forums-là sont des occasions de vacances pour nos dirigeants, pour aller passer du bon temps, aller visiter avec grand loisir toutes ces industries, mais sans réellement capter, comme le doyen l'a dit, le génie. Mais avec la Nous visite n'avons pas de ces industries, ça peut aussi provoquer un choc. Hein, oui, c'est ce choc-là qui ne vient pas jusqu'à aujourd'hui. C'est ça d'où vient notre frustration. C'est là notre frustration, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, on ne devrait plus être à ce stade. Et c'est là, je suis d'accord que, pourquoi est-ce que ce génie-là n'a pas tiqué nos dirigeants pour dire non, on est assez allé regarder ailleurs. Maintenant, c'est nos richesses que vous faites avec ça. Désormais, venez chez nous. C'est à partir de l'Afrique qu'on va parler de ça. Parce que c'est un rapport de force, comme vous l'avez si bien dit. Il faut reconnaître que tous ces pays ont des accords bilatéraux avec chaque pays. Ils ont mis en place, d'abord il y a leurs ambassades, ils ont des agences d'exécution. C'est dire que tout ce qui est non seulement du politique, de la géostratégie et de l'économie, ils ont déjà développé des institutions qui travaillent déjà avec les pays. Mais pourquoi malgré ça, il faut encore aller appeler nos dirigeants de venir s'asseoir pour parler encore, pour faire de grandes annonces. En matière d'économie, la Chine sait très bien ce qu'elle fait donc, en ce moment via ce forum, parce qu'il faut rappeler que les 50 milliards de dollars promis par Xi Jinping seront déboursés en yuan. En yuan, ce qui témoigne justement d'une volonté apparente de renforcer la position mondiale donc, de la monnaie chinoise. Monsieur Konaté, la Chine sait très bien qu'elle gagne gros aussi. La Chine est désormais engagée. Ça aurait été bien qu'il donne le montant en yuan plutôt qu'en dollars, même si il y a le montant en yuan également. Et la référence. Mais tout compte fait, depuis la guerre en Ukraine, la guerre OTAN-Russie en Ukraine, c'est sûr que nous sommes engagés dans une redéfinition des rapports mondiaux. Et une des raisons qui maintient les États-Unis artificiellement comme la première puissance mondiale, c'est l'usage du dollar dans le monde. Il y a un penseur français même qui disait la semaine passée que les États-Unis vivent au crochet du monde entier par l'utilisation du dollar. Si on arrête d'utiliser le dollar, les États-Unis vont se retrouver avec la réalité de leur économie qui n'est pas brillante. Et ça, si les Chinois parvenaient avec les Russes à inverser la tendance et à faire en sorte que le dollar ne soit plus une monnaie de référence, il y aurait réellement quelque chose de très important qui serait changé dans le monde. Dans la situation actuelle, c'est-à-dire l'AES, comme on l'a souvent dit ici, alors, la dernière fois, la Chine, très rapidement, on est déjà plus par le temps. On doit s'inspirer, mais on doit oser créer un modèle spécifique. Parce que quand on voit en Chine, ce qu'on voit n'est pas le but. C'est qu'est-ce qui a conduit à ce qu'on voit. Et c'est cela qui doit plus attirer nos dirigeants et nos intellectuels. Parce que si on s'attache à ce qu'on voit, c'est exactement ce qu'on a fait en Occident. On est arrivé, on a vu de belles choses. On a dit, s'il y a de belles choses, c'est que toutes les propositions qu'ils nous font là sont bien. Et donc, ce qu'ils ont proposé de faire, on a fait. Ça ne marche pas. Et jusqu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Il faut qu'on ait le courage de demander par où ils sont passés et de nous asseoir nous aussi pour regarder notre réalité, inventer notre propre parcours pour parvenir aussi à un résultat identique. Alors, pour ce qui est du déboursement de cet argent en yuan, est-ce qu'on dira que Xi Jinping affiche clairement une volonté d'affaiblir le dollar américain et en tant que monnaie de référence, comme l'a dit monsieur Konaté? Mais c'est tout l'atout et l'alternative des BRICS. Désormais, que le monde ne soit plus gouverné par le dollar, la dédollarisation du monde, ça devient, toutes les monnaies ont leur place sur ce marché international-là. C'est du nouveau, ça bouscule, ça interroge les dynasties établies, surtout la royauté, l'impérialisme du dollar sur les autres monnaies. Avec les BRICS, c'est autre alternative. Vous avez la Russie, la Chine et l'Inde à la manœuvre, même le Brésil et tous les autres pays. Donc nous assistons à l'avènement d'un monde nouveau. D'un monde nouveau. Nabal Abidi, très rapidement, quel est le regard que vous portez justement sur cette stratégie chinoise en voulant donc que les pays puissent recevoir les sous en yuan? Oui, c'est déjà une bonne stratégie, de ce que la question de la monnaie est une question fondamentale pour chaque pays. Et donc la Chine
s'exprime par une monnaie qui l'appartient, c'est un clin d'œil aux pays africains, surtout à l'AES, qui est, pour ce sommet-là, qui est parti en tant qu'AES, avec le président de la Confédération, le colonel Assimi Goïta, comme seul président qui représentait non seulement l'AES et son pays, et les premiers ministres de chaque pays présents à ce sommet. Donc, c'est pour que nous puissions, nous devons tirer ces leçons-là en avançant dans la dynamique que nous impulsons aujourd'hui vers la création de notre propre monnaie. Parce que tant qu'on n'y arrivera pas, on sera toujours tenu par une des tentacules qui est l'instrument monétaire, qui est la plus néfaste d'ailleurs et la plus prégnante quand elle est là, et la plus employée par l'impérialisme. Donc, je dirais tout simplement que dans ce qui s'est passé, ça nous donne cette leçon-là, de revoir tout ça, afin qu'au prochain sommet, nous puissions aller et puis en débattre en parlant nous aussi de notre propre monnaie et de ce que nous pouvons justement donner. Donner et recevoir. Monsieur Nabaloum, pour terminer très rapidement, on est vraiment peu. D'accord, pour terminer très rapidement, je dirais que l'annonce à Yuan, ça participe d'abord de cette géostratégie internationale et géopolitique qui consacre l'affirmation effective des BRICS, parce que la Russie et les autres ont accepté, la Russie déjà individuellement accepté de faire des échanges à Yuan avec la Chine. Et l'affirmation, l'annonce comme ça à des sommets importants, ça participe de l'affirmation. Et comme le doyen Labidi l'a dit, ça nous interpelle, nous aussi, pays africains, surtout nous qui utilisons toujours le franc CFA, une monnaie coloniale, parce qu'il faut le dire et il faut le rappeler, la monnaie est le deuxième élément de souveraineté. Après la langue c'est le premier élément et la monnaie c'est le deuxième élément. Donc si vous n'avez même pas de ces deux, vous n'êtes pas encore souverain. Et Chine, nous sommes toujours... nous interpelle, mais bien sûr. nous parle d'aller vite et bien pour ce qui est de la monnaie unique de la Confédération qui va voir le jour, on le souhaite incessamment. Absolument, c'est notre vœu le plus cher. Le plus cher. Voilà donc qui est bien dit. Et à l'instant, M. Ablaye Nabaloum, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest. Merci pour vos clés de lecture. Merci à vous, M. Alouna Traoré, militant de la Révolution de 1983. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Voilà. Je salue mes co-panélistes également. Merci à vous, Nabedi Laba, porte-parole du mouvement pour la cause du Faso, pour vos clés de lecture. Merci, ma gloire. Merci à tous. Et enfin, merci à vous également, M. Tel Konaté. M. Konaté est le secrétaire général du CAR. 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Merci d'être passé. Merci, M. Davira. Merci à l'ensemble des téléspectateurs. Merci à vous également, chers téléspectateurs de la C360. On se revoit très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité. Pour ne rien rater, abonnez-vous à nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et Twitter, pour justement ne rien rater. Prenez bien soin de vous.